Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous accueillir pour ce live consacré à la politique agricole commune dans le futur budget européen. Notre regard, notre obsession comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 45 minutes pour se projeter un petit peu ensemble sur ce qui nous attend dans les années, les mois à venir. 45 minutes pour aborder notamment plusieurs questions. Quelle position la France adopte-t-elle dans ce débat? Comment la Commission européenne a-t-elle conçu sa copie? Comment réagit le monde agricole? Et également comment cette copie est reçue par le Parlement européen? Ces questions, mais bien sûr aussi les vôtres. Alors allez-y, n'hésitez pas, je les attends d'ores et déjà en direct dans le chat et nous nous efforcerons d'y répondre tout au long de ce live. Avec moi aujourd'hui pour se projeter un peu dans la suite, deux journalistes de Contexte, les plus à même de vous éclairer comme à chaque fois. Lou Roméo, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Lou, tu es journaliste pour notre édition Agro ici à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Lou? Eh bien, je vais vous parler de cette proposition de la Commission, de ce qui change, de la refonte budgétaire globale dans laquelle elle s'insère et des conséquences que cela a, notamment au niveau des négociations interinstitutionnelles. Merci beaucoup, Lou. Bonjour, Floriane Finet. Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Floriane, tu es journaliste pour notre édition Agro à Paris. Tu es venue exprès à Bruxelles pour ce live. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de la façon dont ce Big Bang a été accueilli par les filières agricoles françaises, pour la faire courte plutôt mal, et comment elles se préparent à la bagarre. Merci à toutes les deux et on plonge ensemble tout de suite dans le cœur du sujet avec notre première partie, une structure repensée en profondeur. Vous le savez évidemment, c'est la politique agricole commune, c'est l'un des piliers les plus importants du budget européen dans sa proposition de nouveau cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034, présenté au début de l'été. On était aux alentours du 16, 17, 18 juillet. La Commission a voulu repenser son architecture. Elle souhaite désormais fondre la PAC dans une enveloppe censée être plus large et sobrement baptisée le Fonds des partenariats régionaux et nationaux. J'espère que vous nous suivez toujours. Deux constats avant de prendre vos questions. Le premier est pour toi, Lou Roméo. À combien s'élève assez concrètement le montant dévolu à la PAC dans cette proposition de la Commission qu'on a découvert à la mi-juillet et toi la première? Tout à fait. Alors, le Fonds de partenariats régionaux et nationaux, donc pour rappel, il englobe à peu près 800 milliards d'euros. Mais c'est un budget qui doit venir abonder différentes politiques structurelles de l'Union européenne. Au sein de cette big enveloppe, on a 300 milliards d'euros qui sont directement fléchés, sanctuarisés pour l'agriculture. Plus précisément, pour entrer dans le détail, il y a 293 milliards qui vont à la PAC et 6,3 milliards qui vont à une réserve agricole doublée, rebaptisée Unity Safety Net. Concrètement, on a 300 milliards, 293 milliards d'euros fléchés sur la PAC qui vont venir en fait alimenter 80% des interventions de la PAC actuelle. D'accord. C'est ce qui rend l'exercice de comparaison difficile. Oui, parce qu'on a essayé évidemment, c'est le réflexe naturel de comparer la copie, la nouvelle copie avec la précédente, mais c'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Les différentes estimations qui ont été faites par les parties prenantes de la baisse de budget de la PAC varient finalement entre 16 à 30% en fonction des différents modes de calcul et de la prise en compte ou non de l'inflation. Mais concrètement, ça rend l'exercice quand même difficile parce que ce que répète la Commission, c'est qu'il s'agit en fait d'un minimum. C'est que ces 300 milliards-là vont pour les 80% des interventions de la PAC actuelle, mais les États membres pourront abonder dans le reste du fonds de partenariat, donc dans les 500 milliards qu'il reste, pour continuer à financer d'autres interventions agricoles. C'est ce qui rend l'exercice de comparaison difficile. Donc il faudra attendre d'avoir la copie finale, y compris de ce que chaque État sera prêt à mettre pour vraiment pouvoir faire cet exercice de comparaison. C'est ça. Et à combien s'élève, Lou, la contribution pour
pour la France, combien la France peut espérer recevoir d'argent dans cette nouvelle mouture? Donc, il faut toujours garder en tête qu'il s'agit donc toujours d'un minimum. Mais pour te répondre, la Commission donc a présenté en septembre une note qui détaille sa proposition de répartition du budget pour la future PAC. Donc, c'est uniquement sur les 300 milliards dont j'ai parlé, enfin sur les 293 milliards plus précisément, encore une fois. Donc, la France normalement sera assurée de toucher 50,9 milliards d'euros sur tout l'ensemble de la période de programmation, donc de 2028 à 2034, ce qui représente environ 7,3 milliards d'euros par an. C'est donc 17% de l'enveloppe totale dévolue au financement de l'agriculture, ce qui ferait à nouveau de la France la première bénéficiaire de la PAC. À titre de comparaison, même si la comparaison est toujours limitée, comme je viens de le dire, en 2023, la France a reçu 9,29 milliards d'euros pour l'intégralité de la PAC. Voilà, donc ça nous donne quand même des ordres de grandeur qu'il faudra confronter aussi dans le débat et effectivement qui commence et qui va a priori, vous vous en doutez, durer un petit moment. Floriane, je me tourne assez logiquement vers toi parce que toi tu observes ce qui se passe notamment à Paris et comment cette proposition a été accueillie par les autorités françaises. Alors on peut peut-être rappeler qu'à la mi-juillet, on n'est pas encore dans une position, dans une position politique, en tout cas un moment politique où tout est très stabilisé. Hein. On est encore dans quelque chose qui est assez mouvant. Néanmoins, il y a c'est quelque chose évidemment que les autorités françaises observent. Comment réagissent-elles ? Alors, l'accueil est plutôt frais jusqu'à présent. Annie Genevard, dès le mois de février dernier, au Salon de l'Agriculture, quand on a eu les premières pistes sur ce qu'allait être le futur budget européen, s'est opposée clairement à la fusion des deux piliers, qui avait déjà été évoquée. Elle a réaffirmé son opposition à cette réforme de l'architecture de la PAC et à la baisse du budget agricole au sein du budget européen. Donc là, clairement, sa position n'a pas changé. Elle l'a réaffirmé encore à la Griffiche fin septembre à Bruxelles. Donc la Griffiche, on peut peut-être rappeler, pour ceux qui nous écoutent, c'est le Conseil des ministres de l'agriculture des 27 qui se réunit environ une fois par mois à Bruxelles. Exactement. Donc malgré l'instabilité politique en France, la position du gouvernement est la même depuis, on va dire, le début de l'année. C'est on ne veut pas de cette réforme et on veut préserver le budget agricole de la France. Et comme disait Lou, effectivement, c'est une position qui peut se comprendre vu l'importance de la PAC pour nos agriculteurs et ce qui explique pourquoi la France a aussi un peu mené la fronde au niveau européen pour essayer de limiter au maximum les effets de cette fusion. Alors Annie Genevard, je pose une question qu'on n'avait pas forcément prévu d'aborder, mais dans la période, elle est restée ministre de l'Agriculture, elle est encore en poste, c'est assez rare pour être souligné. Est-ce qu'il faut y voir un signe aussi d'une forme de volonté d'avoir une continuité dans les débats qui commencent, de se dire voilà, on a quelqu'un qui est en place, qui connaît les sujets, qui s'est déjà positionné, ou alors ça n'a potentiellement rien à voir? On va dire que sur la PAC, c'est un sujet, on va dire, très important pour les agriculteurs. Et donc, pour les ministres de l'Agriculture, on va dire, il y a une continuité. Voilà, même si je pense qu'Annie Genevard avait cédé sa place à un autre ministre, la France, on va dire, défend la préservation du budget et le maintien des deux piliers. La position n'aurait pas forcément changé avec un autre locataire. Alors Lou, on a parlé de ces environ 300 milliards, comme tu les appelles. Comment sont-ils censés être ventilés assez concrètement? Alors tu as commencé à en parler, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la ventilation de cette grosse enveloppe? Alors, cette grosse enveloppe qui est dédiée à financer des aides spécifiques et notamment donc les paiements à la surface qui subissent un grand changement. Donc la grande nouveauté de cette PAC, c'est que les paiements directs, plus précisément les aides aux revenus basées sur la surface, qui représentent quand même la majorité des paiements de la PAC à l'heure actuelle, sont à la fois plafonnés, ciblés et dégressifs. C'était une des recommandations du dialogue stratégique. Donc pour rappel, le dialogue stratégique, ça a été une série de réunions qui se sont tenues en 2024 à la suite de la crise agricole, qui ont réuni des représentants des agriculteurs, mais aussi des ONG et de la filière à huis clos de façon très confidentielle, de façon à ce qu'ils se mettent d'accord en fait pour dépolariser le débat, et ça a donné en fait une série de recommandations qu'ils ont tous adoptées par consensus sur l'avenir de l'agriculture.
Et une des recommandations donc de ce dialogue stratégique était de cibler les aides à l'hectare. Donc dans la proposition s'en inspire effectivement dans sa proposition et propose de cibler donc ces aides sur plusieurs catégories d'agriculteurs qui sont considérés comme en ayant le plus besoin. Oui. Donc on pense aux jeunes agriculteurs, aux femmes agriculteurs, enfin aux agricultrices, pardon, aux zones aussi situées dans des contraintes naturelles. Par exemple, ou aux petits agriculteurs. Sur la dégressivité, un peu plus précisément, qu'est-ce que ça donne? Alors j'y arrive. Bon, alors parlons d'abord du plafonnement. Donc les paiements à la surface sont plafonnés à 100 000 euros par an maximum et par agriculteur. Et ensuite, une dégressivité se met en place à partir de 20 000 euros de paiements reçus par an. Ok. Je peux rentrer dans les détails plus techniques, mais j'ai peur de perdre un petit peu nos... Non, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin de précision. On y reviendra évidemment avec plaisir. Et par contre, la fourchette proposée par la Commission pour les paiements à la surface, donc c'est une fourchette moyenne et elle sera comprise entre 130 et 240 euros de l'hectare. Okay. Mais c'est une fourchette moyenne à l'échelle de l'État à chaque fois. Ok. Donc plafonnement, dégressivité, on cible sur certains agriculteurs. Voilà, on note ce triptyque. Alors, si on essaye un petit peu de prendre l'exemple concret de la France, sans être chauvin, mais bon, voilà, on s'intéresse quand même aux conséquences que ça peut avoir chez nous, les conséquences de cette réforme. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour les agriculteurs français? Et ça peut peut-être éclairer un petit peu la réaction qu'ils ont eue face à cette copie, la commission, Floriane. Exactement. Alors, à l'unanimité, tous les syndicats agricoles ont manifesté leur opposition au projet de réforme présenté en juillet, donc à l'unisson du gouvernement français. Parfois pour des raisons différentes, mais en tout cas, notamment pour la FNSEA, ils ont qualifié ça de provocation, ils ont eu des mots très durs. Pour la coordination rurale, ils ont parlé de sacrifice de l'agriculture française. La Confédération paysanne a dit qu'elle redoutait la renationalisation de la PAC. Et pour les jeunes agriculteurs, ils ont qualifié d'inacceptable le budget. Okay, donc un front un peu unanime, voilà, quels que soient les bords, de tous les côtés, quoi. Mais comme disait Lou tout à l'heure, un des axes majeurs de cette réforme, quand même, c'est sur le plafonnement des aides à la surface. Et en France, on a beaucoup de grandes cultures, on a beaucoup de céréaliers, et donc on a beaucoup de personnes potentiellement concernées par cette baisse d'aide, si la réforme se confirme en 2028, parce qu'on est encore un peu en avance. Et c'est pour ça que l'association des producteurs de blé, qui est rattachée à la FNSEA, dès le mois de juillet, a aussi tiré la sonnette d'alarme en disant 90% des céréaliers pourraient être concernés par une baisse massive de leurs revenus. Alors, c'est des chiffres qu'on n'a pas encore pu confirmer, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Faut dire que quand je parlais tout à l'heure de l'importance cruciale de la PAC pour les agriculteurs français, quelques chiffres. 74% de leur revenu en moyenne dépend des aides de la PAC, selon un rapport d'inspection que Contexte... Quel que soit l'agriculteur. Voilà, en moyenne, selon le rapport du CGAER dévoilé par Contexte en juillet. On va vous partager d'ailleurs le lien dans le chat de ce document Contexte. Et ce chiffre passe à 115% pour les céréaliers et à 200% pour les éleveurs bovins. Voilà. Donc la réforme des aides à l'hectare, le plafonnement à 100 000 euros et la dégressivité à partir de 20 000, ça peut faire mal à un certain nombre de professionnels, clairement. Merci beaucoup Floriane. Il y a une question d'Ariane en ligne qui réagit à cette notion de plafonnement qu'on a évoquée notamment avec toi Lou. Alors je ne sais pas si on va être à même de lui répondre ce matin, mais on va essayer. Ariane nous demande si ce plafond s'applique aussi à une coopérative qui détient de la surface agricole. Alors effectivement, on est dans un cas d'espèce un peu spécifique. Est-ce qu'on sait déjà si les coopératives seront concernées au même titre que les agriculteurs? Alors je reprends mes notes, mais je pense que la réponse à cette question se situe dans le règlement OCM, qui est le règlement sur l'organisation commune des marchés, qui, je l'avoue, est plus du ressort de mon collègue Arthur Bamas. Journaliste de Contexte Agro, qui suit effectivement ce règlement en OCM. Particulier. Ce qui est écrit, si je ne me trompe pas, dans la proposition présentée par la Commission en juillet, c'est que les 100 000 euros en question sont plafonnés par exploitation agricole et par an.
Ok, donc reste à savoir si une coopérative est considérée comme une exploitation ou pas, et ça c'est peut-être le débat qui permettra de l'éclairer. En tout cas, je vous invite à, évidemment comme à chaque fois, à lire les briefings de Contexte Agro, parce que Arthur, qu'on voit travailler tous les jours, suit avec beaucoup d'assiduité ce règlement OCM, et effectivement c'est peut-être là où il y a un certain nombre de réponses. Merci beaucoup Lou pour ces précisions, j'espère qu'on a répondu en partie à la question d'Ariane. On avait une question de Malone qui est peut-être plus pour toi, Floriane, sur l'accueil par les acteurs français de cette copie. Malone nous demande quid de la réaction de Régions de France. Les régions sont... Alors, âgé, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Sur le second pilier, mesure non surfacique. Est-ce que y a une voix qui s'est fait entendre de manière plus forte du côté des régions de France ? C'est une bonne question. Alors, pour l'instant, les régions ont pris une position un peu consensuelle parce que... On va dire qu'en raison de leurs orientations politiques très différentes, c'est parfois vraiment difficile pour elles d'avoir une position commune. En tout cas, en juillet, elles ont exprimé leurs inquiétudes sur la baisse du budget et la fusion des deux piliers. Voilà. Après, je pense que ça va être difficile pour elles d'avoir une position unique sur les différents dispositifs de la PAC, puisque en fait, les régions françaises sont quand même marquées par leur spécificité. La Bretagne, avec son élevage porcin, va pas avoir la même position que l'Occitanie, qui est numéro 1 sur le bio français, que la région des Hauts-de-France, où il y a beaucoup de betteraviers et de patatiers, par exemple. Merci, c'est très clair, Floriane. On va continuer à prendre vos questions, mais peut-être, on a parlé des réactions plutôt... mitigé, ça me paraît faible de le dire comme ça, mais côté français. Mais est-ce que quand même dans cette scène, on a des gens qui sont sortis contents de cette copie, en se disant finalement c'est pas si mal. En France, en tout cas. Alors, on les a pas beaucoup entendus, mais ça veut pas dire que ça viendra pas après, parce que pour parler de la position de la FNSEA, là, leur position, c'est de dire on est contre la fusion des deux piliers, on est contre la baisse du budget. Et donc, c'est ça qu'ils défendent au niveau européen, notamment avec le COPA-COGECA, qui organise aujourd'hui une manifestation à Strasbourg. Mais pour l'instant, ils refusent de rentrer dans le détail des aides, hormis les aides à la surface, qui sont effectivement un gros sujet pour eux. Ils sont aussi en train d'élaborer en interne leur position sur la future PAC, et on sait qu'il y a encore des débats, c'est des débats traditionnels entre notamment céréaliers et éleveurs. Okay. Donc pour l'instant, la FNSEA ne rentre pas dans le détail, et donc peut-être plus tard, dans les prochains mois, on verra apparaître, on va dire, si jamais, par exemple, ils se rendent compte que la Commission ne veut absolument pas bouger sur cette réforme, ils vont dire, nous, on soutient telle mesure, et en échange, voilà. Ok. Ils se préparent, j'entends qu'ils se préparent à la bagarre, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu ça l'idée. Et donc, parmi les personnes, quand même, qui ont déjà exprimé leur satisfaction d'une partie de cette réforme, il y a les jeunes agriculteurs. Okay. Donc, sur le budget, effectivement, ils sont à l'unisson des autres organisations. Néanmoins, il y a quelques signaux positifs, effectivement, comme disait Lou, en faveur du renouvellement des générations, avec des aides surfaciques pour les jeunes installés, avec la réforme des aides à l'hectare. Donc là, une fois n'est pas coutume, JA se distingue nettement de la FNSEA en disant que ça peut être un frein à l'agrandissement des exploitations qui pénalise habituellement l'installation des jeunes. Et il salue aussi la concentration des aides sur les agriculteurs actifs et productifs. Merci beaucoup Floriane. Alors je vais continuer de prendre vos questions en ligne. Il y a une question sur le volet environnemental de la PAC, on va y revenir, c'est l'objet de notre deuxième partie, donc on va évidemment en parler et je prendrai votre question à ce moment-là. Tanguy nous demande toujours sur la question du plafonnement, du ciblage et de la dégressivité des aides directes surfaciques. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce triptyque soit modifié au cours de la négociation interinstitutionnelle à venir? En particulier, nous demande Tanguy au Conseil, et de quelle manière est-ce qu'on sait si déjà il y a des marges de manœuvre, en tout cas au Conseil, et que la pression de certains États peut fonctionner? C'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre dès maintenant, parce que là actuellement le stade des négociations dans les deux institutions, que ce soit au Conseil ou au Parlement, il est vraiment débutant. Le Conseil a organisé
sa méthode de travail pour traiter de la PAC dans la nouvelle structure de budget, le Parlement n'y est même pas encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore au niveau du Parlement européen quelles seront les commissions en charge de l'examen des textes. On y reviendra, je pense, plus précisément plus tard. Après, bien entendu que ces textes-là seront étudiés par les co-législateurs. Bien entendu que des amendements pourront être déposés, qu'il y aura des négociations. Pour le moment, on l'a publié récemment. Une lettre, par exemple, a été envoyée au Conseil par une quinzaine d'États membres, dont la France, qui justement critiquait la proposition de la Commission, mais encore à un niveau, comment dire, on n'est pas encore dans ce niveau de détail-là. On est un niveau un peu plus macro, quoi. Voilà, c'est ça. La philosophie, les modalités de discussion, l'éclatement des textes. C'est là actuellement que se joue plutôt la bataille en ce moment, plutôt que dans le détail vraiment précis des mesures. Parce que les négociations à venir sont parties pour durer 2 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est sur un cycle qui va durer 2 ans et c'est un peu une haie après l'autre, quoi. C'est ça. On y va au fur et à mesure. Alors, Lou, peut-être une dernière question pour cette partie avant de parler de justement cette PAC. Est-ce qu'elle est toujours verte ou moins verte ou plus verte qu'avant ? Alors cette PAC, elle prévoit aussi de réformer, on a beaucoup parlé du paiement à l'hectare, mais elle prévoit aussi de réformer d'autres types d'aides. Est-ce qu'on peut en dire un mot juste pour essayer d'avoir une photo un peu plus complète de cette copie? Alors, quand je reviens à mon enveloppe, là, mes 300 milliards moins 6, bon bref, mes 293 milliards fléchés sur l'agriculture dans ce gros fonds. Donc en fait, ces 280 milliards doivent permettre le financement des paiements à la surface, rendus dégressifs, plafonnés, etc. Mais ils doivent être aussi employés pour financer un soutien aux revenus couplé qui est renforcé dans la nouvelle proposition PAC et augmenté à 20%, auquel peuvent, je crois, s'ajouter 5% supplémentaires sous certaines conditions. Ils doivent aussi prendre en charge les paiements pour contraintes naturelles et les autres contraintes qui vont être liées à la zone où est située l'exploitation agricole, et permettre aussi de financer les paiements en faveur des petits agriculteurs qui sont forfaitaires et placés à 3 000 €, ou encore le soutien aux outils de gestion des risques, aux investissements en faveur des jeunes agriculteurs, etc., etc. Merci beaucoup, Lou. Il y a un point quand même qui est important à souligner dans cet ensemble de mesures. En fait, seuls les paiements dégressifs à la surface, les aides couplées et les paiements en faveur des petits agriculteurs sont finançables à 100% par l'Union européenne. Okay. Toutes les autres sont soumises à cofinancement par les États membres à un minimum de 30%. Et ça a des implications assez tangibles. Ça me permet d'aborder 2 questions avec vous deux, à voir qui prend ce lièvre-là. Question que nous avait posée Isabelle en ligne avant le début de ce live, qui nous parlait justement de ces plans nationaux et régionaux et de la subsidiarité que cela implique. Elle nous demandait, Isabelle, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le caractère commun de la PAC? Première question. Une question qui va un petit peu dans le même sens, question de Simon qui nous interroge sur la validation de ces plans, de ces PSN. Il nous demande, est-ce que concrètement, c'est une question évidemment qu'on se pose aussi chez Contexte, est-ce que ce sera au Conseil de les valider? Est-ce que ce sera à la Commission de les valider? Est-ce que cette procédure fait consensus et comment ça va se passer? Donc peut-être l'une ou l'autre sur la question de la subsidiarité. Lou, c'est une très bonne question, la question de la subsidiarité, et c'est une question qui se pose très très régulièrement sur la question même de la PAC, parce qu'en fait la PAC il y a une tension autour de la politique agricole commune, où elle doit à la fois être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter à la grande diversité géographique et agricole des États membres, et en même temps maintenir un socle commun qui permet de maintenir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur. Donc c'est une tension qui est constante dans l'élaboration d'une politique agricole commune. Là, effectivement, dans la copie de la Commission, une marge de manœuvre bien plus importante est accordée aux États membres dans la mise en place, on va y revenir, mais notamment de l'architecture verte, entre guillemets. Effectivement, beaucoup plus, mais c'est aussi... Comment répondre
ce problème, si je me fais le porte-voix de nombreuses critiques qui ont été exprimées sur cette copie, oui, effectivement, pour de nombreuses ONG environnementales, mais aussi pour des syndicats d'agriculteurs, la flexibilité, la subsidiarité accrue qui est accordée aux États membres, notamment dans les mesures environnementales, risque d'induire une renationalisation de la PAC, entre guillemets. À l'inverse, ce que répond la Commission, c'est qu'il y a un besoin de flexibilité pour pouvoir permettre aux États membres de proposer des mesures, entre guillemets, sur mesure à leurs agriculteurs et plus adaptées. Mais la question qui est corollaire, c'est effectivement la question du suivi des plans. Contrôle. Parce qu'en gros, ces plans devront être élaborés par les États membres, comme un peu ce qui est fait pour les actuels plans stratégiques nationaux de la PAC actuelle. Et ils seront soumis donc à une validation de la Commission. Et donc pas du Conseil comme comme le questionnait notamment Simon. Non. Super, c'est très clair, merci beaucoup. Ça me permet d'enchaîner sur notre deuxième partie consacrée justement au volet plus environnemental de la PAC. Avant d'y passer, deux articles de contexte pour aller un petit peu plus loin. Le premier, le long périple du budget européen, tout simplement pour comprendre en un clin d'œil quelles sont les prochaines étapes. Une infographie signée Jean-Sébastien Lefebvre et Sophie Dupuis que je vous conseille vivement de mettre dans vos favoris parce que ça vous détaille vraiment les prochaines étapes de ces 2 ans de négociations qui s'ouvrent, pas seulement pour la PAC, mais pour le cadre financier pluriannuel. Et Dieu sait que c'est un énorme boulot et qu'il est important d'avoir ces informations-là en tête. Et le petit guide du budget de la PAC, répartition, simplification, plans nationaux et régionaux. Donc ça, c'est Contexte Agro, Arthur Bamas et Lou Roméo ici présentes, qui sont à l'origine de cet article. On vous partage évidemment, comme à chaque fois, les liens dans le chat. Du coup, on passe à notre deuxième partie, une PAC moins verte. On a mis un point d'interrogation. Le sujet de la compétitivité, vous vous en doutez, définitivement le nouveau mantra de la Commission von der Leyen 2. On est plus sur une ambiance Green Deal, clairement. Derrière cette refonte qu'on vient d'évoquer, il y a aussi notamment un autre objectif ou une ambition, c'est selon encourager la transition vers une agriculture plus verte. Alors, j'ai envie de commencer par la question de Simon qui, pour le coup, était vraiment axé autour de cette question du volet environnemental de la PAC. Simon qui nous demandait quid justement du volet environnemental de la PAC. Les éco-régimes disparaissent-ils? Si oui, vers quoi? Et quelle serait la marge de manœuvre des organisations environnementales? Peut-être que ça nous permet de planter le décor, l'une comme l'autre. Peut-être on va commencer avec toi, Lou, pour répondre à Simon. Oui, alors très bien. Alors oui, effectivement, cette nouvelle PAC modifie largement l'architecture verte telle qu'on la connaissait dans la PAC actuelle. Il y a une forme de conditionnalité maintenue tout de même. Actuellement, on a donc les BCAE, les bonnes conditions agro-environnementales, qui fixent différentes mesures qui conditionnent l'accès au paiement de la PAC. Dans la nouvelle copie de la Commission, ces BCAE donc sont remplacés par des pratiques de protection qui doivent concerner la protection des sols contre la pollution et l'érosion et la protection des cours d'eau contre le ruissellement et la pollution, notamment aux pesticides et aux intrants. C'est le cadre qui est fixé par la Commission. À charge ensuite aux États de concevoir la mise en œuvre de ces pratiques via une gestion des exploitations. Donc, dans les faits, les agriculteurs, pour être éligibles aux aides, devront adopter donc ces pratiques de protection qui seront définies par les États pour répondre aux objectifs fixés par la Commission et qui seront ensuite contrôlés par la Commission qui validera en fait le respect de ces objectifs via les pratiques proposées par les États. Ce qui permet justement de maintenir cette flexibilité accrue dont je vous parlais tout à l'heure, tout en maintenant un semblant de socle commun. Parallèlement à ça, il y a aussi un travail qui est fait sur le développement des incitations à adopter des pratiques plus durables. Et la nouvelle PAC propose donc des aides agro-environnementales et climatiques qui recouvrent, et ça répond à la question, à la fois les aides à la conversion, qui remplacent par rapport à la PAC actuelle, c'est ce qui va venir en remplacement des éco-régimes, des MAEC, des aides à la conversion bio par exemple. Elles se déclinent
en 2 types de mesures, des aides à la conversion et des aides au maintien à la pratique. Donc ça fait partie des principales nouveautés. Ces nouveautés, par exemple, la nouvelle PAC permet de financer des plans de maintien de bonnes pratiques qui ouvrent la voie donc à des formes de paiement finalement pour services environnementaux, et aussi de financer des plans de transition vers une agriculture dite plus durable, notamment pour l'agriculture bio par exemple ou l'élevage extensif. Et ces plans de transition peuvent être financés jusqu'à 200 000 € par agriculteur et par période de programmation. Okay. Ce serait en fait aux agriculteurs de fixer un plan de transition qu'ils valideraient avec leurs États membres, qui suivrait ensuite la mise en œuvre de ce plan et décaisserait en fait les paiements progressivement. Ok, alors ça va me permettre d'adresser plusieurs questions parce que cette thématique environnementale, elle intéresse beaucoup nos auditeurs. Alors je vous en donne 2, un peu en vrac, mais qui sont un peu dans le même thème. Alors question de Claire qui nous demande si la Commission aura le pouvoir de s'opposer aux PSN s'ils ne sont pas assez ambitieux. En gros, est-ce qu'elle pourra les amender? Et Claire pense particulièrement aux mesures environnementales que tu viens de citer. Ça recoupe un peu à voir, mais une question de Sylvain qui nous reparle de ce minimum de cofinancement à 30% que tu as évoqué et qui demande si c'est pas la porte ouverte pour les pays qui disposent d'une marge de manœuvre budgétaire nationale un peu plus grande, de renforcer le soutien budgétaire. Alors on se doute bien que c'est pas vraiment le cas de la France, hein. Quand on parle de marge budgétaire en ce moment, c'est un peu complexe. En gros, est-ce que ça peut pas créer des distorsions de concurrence entre États? Donc peut-être ces 2 questions. Ces 2 questions font partie en fait des inquiétudes qui ont été soulevées par les parties prenantes et en particulier par les ONG environnementales sur la question du cofinancement, le fait qu'il n'y ait plus un budget fléché dédié, une part en fait qui soit consacrée à ces mesures vertes, ça inquiète. Et effectivement, ce qui est souligné par plusieurs ONG, c'est que le fait que en fait, elles se soient soumises à un cofinancement, ça peut induire une distorsion entre États et une moindre implication en fait dans la mise en place de mesures ambitieuses. Donc oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me rappeler, Lucille, s'il te plaît, la première question? Oui, la première question, c'était celle de Claire qui nous demandait si la Commission aurait le pouvoir d'amender les PSN s'ils sont jugés pas assez ambitieux dans l'étape d'après. Oui, tout à fait. Ça fait aussi partie des inquiétudes. Alors, la Commission, bien entendu, doit avoir normalement un pouvoir de contrôle et de suivi sur ces plans-là. Donc, ces plans-là, elle doit d'abord les valider. Ils doivent lui être présentés par les États et la Commission doit les valider. Après, toute la question est de savoir quelles seront les prérogatives réelles de la Commission une fois en plus tout le cycle de négociation achevé. Et c'est ça ça inquiète, ça fait partie des inquiétudes. Merci beaucoup, Lou. J'avais envie de te demander... Oui, je t'en prie, Floriane. Sur la question de la marge de manœuvre laissée aux États membres, côté français, il y a certains syndicats comme la FNSEA et la coordination rurale qui s'inquiètent aussi, mais pas pour les mêmes raisons, de cette nouvelle subsidiarité. Ils estiment que ils redoutent que la France, qui est plutôt une bonne élève en matière d'environnement en Europe, veuille faire du zèle et donc mettre des règles plus strictes que leurs voisins. Et que du coup, il y a une concurrence... Sur la question, effectivement, des pesticides, des engrais, de la protection des sols et de la pollution de l'eau, par exemple. Alors, j'avais prévu de demander à Lou comment ont réagi les ONG environnementales, mais tu en as un petit peu parlé, donc je pense qu'on a en tout cas peut-être un peu fait le tour, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, simplement sur la question du suivi qui est pensé du coup par la Commission de ces plans nationaux et régionaux. J'ai quelques petits détails à apporter. En fait, il y a un cadre de performance qui a été présenté en même temps que le reste des propositions budgétaires. Là, on est au-delà des questions spécifiquement agricoles. C'est un règlement qui est transverse et qui s'applique à l'ensemble du budget de l'UE. Et en fait, ce cadre de performance, il est fondé donc sur une logique de résultats. Il va fixer des indicateurs de réalisation et de résultats à travers lesquels, en fait, la Commission est censée évaluer
l'allocation du budget. Un taux de contribution notamment est fixé en fonction finalement des différentes interventions du budget. Il y a des taux de contribution qui sont fixés pour répondre à 4 objectifs transverses, qui incluent notamment la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Mais une des critiques contre ce cadre-là, c'est que les ONG ont peur que certaines ONG redoutent le fait que que ce taux de contribution qui est associé à certaines mesures soit fixé de façon, elles critiquent en fait la rigueur de la fixation du taux de contribution estimé. Par exemple, si je me souviens bien, en fait, c'est 3 taux, 0%, 40% ou 100% de taux de participation, de remplissage de ces objectifs-là qui sont fixés. Pardon, c'est un petit peu technique. C'est un peu technique, on le savait. Mais par exemple, si les paiements directs sont considérés, si les paiements à la surface sont considérés comme remplissant à 40% les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, finalement, ça semble un petit peu un peu a priori comme façon de définir. Et les ONG réclament des indicateurs de résultats plus fins et des taux de contribution plus fins. Un cadre finalement d'évaluation plus fin. Oui, et renforcé. C'est très clair. Merci beaucoup, Lou. À Paris, comment les lobbies environnementaux ont réagi ? Est-ce que c'est le même type de réaction, le même type d'inquiétude ? Oui, effectivement, le collectif Nourrir, qui regroupe une 50aine d'organisations paysannes et d'associations environnementales, a effectivement aussi déploré cette renationalisation en craignant le manque de contrôle de la Commission européenne sur l'application des mesures de protection des cours d'eau ou des sols. Elle estime qu'il faudrait mettre des objectifs spécifiques à chaque pays, donc plus de règles, on va dire, communes et des financements dédiés aux questions environnementales, puisque notamment sur les MAEC dont tu parlais, mesures agro-environnementales, le budget pourrait être divisé par 2. Merci beaucoup Floriane. On va passer directement à notre troisième partie qui concerne la bataille interinstitutionnelle qui donc est en train de s'engager. S'ouvre à présent, on l'a dit, une longue phase de négociation qui peut durer jusqu'à 2 ans. Les écueils, vous l'aurez compris, s'annoncent assez nombreux, tant au Conseil qu'au Parlement. On va commencer peut-être par le niveau du Conseil. On en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais comment cette proposition a été accueillie, Lou, et c'est quoi un petit peu la photo aujourd'hui des rapports de force au Conseil ? Alors, comme je vous le disais, donc là récemment, début octobre, une lettre a été envoyée par plusieurs États, par les ministres de l'Agriculture de plusieurs États membres pour protester en fait sur l'organisation des négociations et la répartition des compétences de l'examen de la proposition qui concerne la PAC, parce qu'en fait, une des nouveautés aussi qui est introduite par cette nouvelle architecture budgétaire, c'est que la PAC a toujours un règlement dédié, qui est le règlement relatif à la politique agricole commune, auquel on était habitué, mais le règlement qui fixe l'architecture et le fonctionnement des plans de partenariats nationaux et régionaux est transverse, c'est-à-dire que son titre 5 concerne l'agriculture, en effet, mais d'autres titres vont concerner plutôt l'immigration, la politique de cohésion, etc. Donc en fait, ce texte-là transverse, il n'est pas confié aux arcanes de négociation traditionnels qui concernent l'agriculture, qui sont donc le Conseil agriculture dont on parlait tout à l'heure, et ses groupes de travail dédiés, mais au Conseil des affaires générales, qui réunit notamment, par exemple, les ministres des affaires européennes. Et ses groupes de travail. Ce qui, en fait, même au sein même du Conseil, induit un changement de l'organisation et qui peut compliquer aussi le travail selon certains États membres, dans la mesure où, en fait, le plan de partenariat fixe énormément de dispositions qui concernent la PAC. Oui. La PAC, elle, reste du ressort de l'examen du Conseil agriculture. Et finalement, on imagine bien que l'Agrifiche a envie d'étudier ce règlement et a envie d'être en lead sur ce règlement. C'est ça. Et même au-delà de la volonté ou non de l'Agrifiche d'être en lead, la question est plutôt en termes de cohérence. Parce que pour avoir une vision globale sur ce que sera la prochaine politique agricole commune, finalement, ces 2 textes-là sont fondamentaux. Et s'ils ne sont pas dans le même pack d'examen, si je peux me permettre de le dire comme ça, ça complique aussi le processus. On le comprend. Au Parlement européen, on a un peu le même type de
de questions spécifiquement sur ce règlement relatif aux plans nationaux. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on attend d'avoir une forme de fumée blanche sur qui va étudier ce règlement, quelle commission va être justement en charge de se pencher dessus. Est-ce que on le sait aujourd'hui? Non, ça, selon nos dernières informations, ça n'a toujours pas été arrêté. L'idée d'avoir une commission parlementaire ad hoc dédiée à son examen a été rejetée. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que les commissions intéressées ont considéré que c'était pas la meilleure façon de procéder. La commission de l'agriculture a témoigné de son intérêt, bien entendu, mais on a aussi la commission des régions, la commission du budget, la commission de l'environnement qui sont intéressées. Parce qu'encore une fois, ce règlement est transverse. Donc l'organisation finale est encore en négociation. D'autant que, je pense qu'une de tes questions va y venir, Lucille, mais que le projet même de règlement sur les plans de partenariat régionaux et nationaux est finalement critiqué par plusieurs groupes, dont les deux principaux groupes. Oui, c'est ce que j'allais te demander. On a une coalition, la coalition qui a reconduit Ursula von der Leyen à la tête de la commission, donc PPE, SND, Renew. On voit que elle est tiraillée, cette coalition, sur ce règlement, notamment le PPE et les SND. Est-ce que tu peux nous dire en un mot pourquoi, et peut-être préciser que notamment nos collègues de Contexte Pouvoir à Bruxelles suivent avec beaucoup d'acuité cette bagarre partisane. Je vous invite évidemment à lire toutes les infos de Sophie Dupuis notamment, qui nous rapporte toutes les exclusivités qu'elle peut à mesure qu'elle suit ce débat. Alors, qu'est-ce qui se passe pas très bien entre PPE et SND sur ce sujet? Alors, juste pour redonner le contexte, là, on n'est plus sur des questions spécifiquement agricoles. On est sur des questions qui la touchent à la structure même de la nouvelle proposition de budget, dans laquelle est inclus l'agriculture, mais pas uniquement. Mais le PPE et le SND tergiversent en fait depuis plusieurs semaines sur leur position. Ils sont traversés en fait par des courants qui envisagent de rejeter, de proposer le rejet en fait de ce règlement-là et du coup de la nouvelle structure budgétaire proposée par la Commission. Le SND a récemment publié une position dans laquelle il donne un peu ses conditions pour soutenir cette architecture-là. Et pour le volet agricole, ça passe par le maintien de la structure à deux piliers et un budget renforcé. Pour le PPE, c'est plus compliqué parce que le PPE se veut le parti des agriculteurs. On rappelle que Christophe Hansen, le commissaire à l'agriculture, vient du PPE. Voilà, donc, c'est justement l'un de ses problèmes actuels, c'est qu'il a aussi un peu de difficulté à rejeter en fait un projet qui est porté par des commissaires issus de son propre camp, dont Christophe Hansen, mais aussi le commissaire au budget. Claude Séraphine, oui. Tout à fait. Donc pour le moment, on est encore dans cette dans ce flottement entre guillemets. Des réunions, des rencontres ont eu lieu entre députés PPE et commission pour essayer d'avancer sur la question et voilà, pour le moment, on en est encore là côté Parlement. Oui, donc on voit que c'est pas forcément simple de faire avancer les choses. Peut-être Floriane, un dernier mot avant de se quitter sur l'instabilité française, parce que certes, on a un gouvernement, Sébastien Lecornu a échappé à la censure, on a un budget qui est étudié en ce moment en commission des finances à l'Assemblée nationale, mais néanmoins on se demande si l'instabilité qu'on perçoit en France politique peut changer quelque chose sur les négociations. Est-ce que la France arrive dans ces négociations quand même un peu affaiblie ? Alors c'est la crainte des filières agricoles françaises, effectivement. Après, comme je le disais, on va dire que là, pour les prochains mois, on va dire on a quand même une ministre, ça fait 1 an qu'elle est là. Elle commence à bien connaître les sujets. La question sera aussi la position de Bercy, puisque Bercy, dans cette nouvelle architecture, va avoir un rôle plus important, puisque les plans seront gérés, enfin l'argent sera géré au niveau français et ensuite redistribué aux différents ministères. Alors jusqu'à présent, la PAC était gérée vraiment essentiellement par le ministère de l'Agriculture. Donc il y a ça à prendre en compte. Après, on a une position française qui quand même généralement est assez constante sur la PAC. Mais effectivement, globalement, au-delà des seuls sujets agricoles,
on ne sait pas effectivement si la France peut être affaiblie, à voir dans les prochains mois comment ça se passe. Merci beaucoup Floriane. Et pour aller plus loin, 2 articles à nouveau de contexte. Le monde agricole vent debout contre le projet de refonte du budget de la Commission. On vous partage le lien dans le chat. Et avec la prochaine PAC, la Commission démantèle les aides directes à la surface pour aller un petit peu plus loin. Sur le fond, il est déjà 11h44. C'est l'heure de se quitter. C'est la fin de ce live spécial consacré à la PAC dans le futur budget européen. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Lou, merci à Floriane pour leurs éclairages toujours précieux. Merci à Samuel et à Yanis pour la modération de nos échanges, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre bien beau décor. Dites-nous ce que vous avez pensé évidemment de ce format. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction très rapide, il prend à peine 1 minute dans quelques minutes justement. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide vraiment beaucoup à améliorer nos contenus. Je vous dis à très vite dès jeudi avec un live consacré justement à l'examen du PLF 2026 où en est le texte après son passage en commission des finances. On sera avec Pierre Engrand Ben Abdallah qui est en ce moment en train de suivre les débats là pendant 3 jours à l'Assemblée en France. Il sera avec nous pour nous donner un petit peu de profondeur de champ sur ce budget 2026. On se retrouve à très bientôt donc pour un nouveau live. Merci encore.